Bonjour à tous, bienvenue sur cette première séance de En thérapie de l'avenir sur Twitch, mais c'est la cinquième séance en réalité des En thérapie de l'avenir, qui sera donc cette fois-ci sur le thème de l'Europe. As you know, these sessions are both in English and French, so some speakers will use French, or both languages, and others, voilà. So it's not translated, so it's targeting bilingual students and people in general. So I will switch now, voilà, from English to French to make it clear that the session is in two languages. It's an unusual format, but that's the way we want it, to highlight the fact that we're an international school. You're with INSEC here. It's INSEC and LEAP, Laboratoire Européen d'Anticipation Politique, who host these sessions every month. Et ce mois-ci, donc la séance est donc sur le thème de l'Europe des talents, en particulier, bien sûr, puisqu'on se situe dans le contexte d'une business school et que ce qui nous intéresse, c'est bien sûr, est-ce que l'Europe fournira, puisqu'on parle de l'avenir, fournira un espace, a priori, toujours attractif et toujours fertile de talents à l'avenir. C'est donc stratégiquement pour vous, étudiants, important de le savoir, de mieux le comprendre. Et donc, on va parler de ça. A priori, donc, l'Europe était un marché commun doté d'atouts considérables pour créer de la valeur par sa diversité, l'absence de frontières, le niveau d'éducation, l'attractivité, des programmes comme Erasmus, enfin le programme Erasmus qui a beaucoup joué dans la visibilité, l'attractivité de l'Europe. Mais est-ce que ça, c'était avant? Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nombreuses crises de la dernière décennie, le Covid, la guerre en Ukraine, tout ça, est-ce que ça fragiliserait pas notre continent? Et est-ce qu'il ne faut pas se demander aujourd'hui si l'Europe est toujours cette pépinière et cet aimant de talent? Donc il faut se demander, donc surtout, donc ça c'est pour aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, mais surtout demain, bien sûr, est-ce qu'on a, est-ce que l'optimisme est tout de même de rigueur possible? Quels sont les atouts de l'Europe, d'Europe de demain? Et quand on se projette, moi il y a une chose qui me vient à l'esprit, c'est que si on a l'impression actuellement que l'Europe a un petit peu tendance à se refermer, à s'entendre moins avec le monde extérieur, je pense que la diversité culturelle de l'Europe, très multiculti, très internationale par toutes ces origines qui sont tous ces jeunes dont on est, nous, à l'INSEC, très représentatifs. On a une jeunesse qui vient de plein d'endroits dans le monde. On imagine mal comment cette jeunesse-là, cette génération-là, pourrait ne pas être de facto très connectée au monde. Ça, c'est quelque chose que je voulais poser dans mon introduction. Et donc, remettre une petite note d'optimisme pour savoir si l'Europe reste bien un continent d'avenir pour les jeunes talents que vous êtes. Voilà. Alors pour parler de ce thème, je vais faire un petit tour rapide. Donc j'ai invité Ulrike Gero, qui est politologue et grande spécialiste de l'Europe, qui est avec nous depuis Bonn et qui va vraiment nous faire part de son regard là-dessus, sur cette question des opportunités que présente encore l'Europe aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Elle a une vision assez politique aussi, même si cette fois-ci, elle anglera sa présentation sur la question des talents. Alors, à ses côtés, on a Pierre-François Brézès, que donc les étudiants de l'INSEC connaissent souvent peut-être, l'INSEC Master, donc qui est un enseignant et directeur de pôle à l'INSEC, qui fera le contrepoint après Ulrike. Avant ça, donc j'ai l'honneur cette fois-ci d'accueillir Claire Souvigné, qui nous fait le plaisir d'être là et qui nous fera un petit mot d'accueil. Et puis, nous avons également Ramzi Saba, qui sera un étudiant de Master 2, c'est ça, Ramzi, qui commencera, on aime bien dans les thérapies de l'avenir, commencer par les étudiants, c'est inhabituel, mais c'est l'idée. Donc, c'est pas toi qui commencera, mais en tout cas, des trois intervenants, tu seras le premier. Et puis, nous aurons un petit mot de Robin, que certains d'entre vous connaissent, qui nous parlera du quiz qu'on a fait circuler ce matin. Je crois que la newsletter est partie un petit peu tard. Et puis, également autour de moi, j'ai Amine Jabil qui, lui, surveille à la fois le Twitch et sur le plateau et qui transmettra vos questions, ainsi que Saba.
et puis Marie-Isabelle qui fait partie de ma petite équipe, de la petite équipe des Anthérapie de l'avenir. Voilà, donc on est tous réunis, très heureux d'être avec vous pour 1 heure et demie et je passe la parole à Claire. Merci à toi. Écoutez, on est ravis de vous retrouver tous pour cette 5e séance en thérapie de l'avenir. Séance évidemment qui s'avère tout de suite passionnante parce que les talents, c'est ce dont on parle tous les jours quand on est dans une école de commerce. Et puis bien sûr, c'est ce qui concerne à la fois les étudiants là, dont j'espère qu'ils sont nombreux ce soir, mais aussi les intervenants, puisque nous invitons tous nos professeurs et intervenants à assister à ces séances parce que justement, c'est peut-être aussi l'occasion d'en discuter avec eux. Donc, n'hésitez pas à en parler quand vous serez en cours, soit pour poursuivre les débats, mais aussi euh, pour échanger avec eux sur ces pratiques qui sont évoquées lors de ces conférences. Merci beaucoup Ulrike, nous adorons recevoir les invités que l'équipe d'ETA nous apporte parce que d'abord l'Europe, évidemment, ça n'est pas que la France et évidemment l'Allemagne notamment, enfin tous les pays européens nous intéressent à plus d'un titre, même si nous sommes une école de façon peut-être un peu paradoxale, plus internationale, globale que européenne, et j'allais dire aussi une école de la Méditerranée parce que nous accueillons énormément d'étudiants de la Méditerranée, mais je pense que c'est très intéressant justement d'avoir cet éclairage ce soir sur l'Europe, puisque les talents sont un sujet, mais je pense que nos deux intervenants vont en parler. Et merci aussi Pierre-François, pardon. Je ne te cite pas parce qu'on s'est quitté tout à l'heure après un jury de diplôme, mais en fait, on ne fait que traiter des talents et cette problématique nous paraît absolument fondamentale et on aimerait beaucoup en discuter avec vous les étudiants, non pas seulement lors de cette conférence, mais justement après, pour essayer de discuter avec vous de la façon dont vous vous voyez dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et la façon dont vous vivez cette mobilité dont tu l'as dit, Marie-Hélène, Erasmus a vraiment fait les fondements, mais qui aujourd'hui peut sur certains plans s'étoffer, pas s'étoffer, pardon, s'étouffer un peu, et peut-être s'étioler. Et même s'il faut être positif, parce qu'il y a plein d'éléments évidemment positifs, on pense que c'est à vous, la nouvelle génération, aussi de faire en sorte que cette Europe, elle se consolide, elle se construise et que c'est pas parce que l'Angleterre en est sortie un petit peu, enfin d'une certaine façon, qu'il faut penser que l'Europe est quelque chose d'un peu fini ou en tout cas qui n'arrive pas à se développer. Donc merci beaucoup, bravo à tous, bravo vraiment à l'équipe de Marie-Hélène, dont je vois que c'est une équipe qui fait des progrès à chaque fois et bravo d'avoir choisi cet événement à suivre et à construire. On est très fiers de vous. Donc continuez et puis on espère que Twitch, ça va marcher. Hein, bravo pour la technique sympa, Marie-Hélène. Donc très belle conférence à tous et merci encore à tout le monde. Merci Claire, merci beaucoup de tes encouragements et de cette jolie introduction. Effectivement, sur cette question effectivement intéressante d'Erasmus. Je ne sais pas ce que va en dire Ulrike, mais Erasmus est-il toujours une machine à attirer du talent et à le retenir et à l'européaniser, ou est-ce que ça devient un outil de fuite des cerveaux? Il faut quand même se poser la question. Donc, et c'est vrai que comme tu dis, c'est où nous, voilà, il va falloir peut-être du travail à faire pour rebâtir une Europe qui tienne la route, et repenser des programmes comme ça qui sont vieux. Ça fait 30 ans que ça. C'est plus de 30 ans que ça a démarré Erasmus. Voilà. Alors, on enchaîne avec Ramzi, à qui j'ai demandé de répondre à une question qui est pourquoi faire carrière en Europe demain, de son point de vue à lui, qui est intéressant comme point de vue, parce que Ramzi, voilà, est d'origine est libanais en fait, donc il vient des études en Europe. Donc, c'est intéressant d'avoir ce regard extérieur et en même temps intérieur, parce qu'il connaît très bien la France, bien sûr, et l'Europe, sans doute aussi. Et donc, Ramzi, à toi de nous dire ce que toi, pourquoi toi, tu penses qu'il faut faire, que l'Europe reste un endroit pertinent pour faire carrière ou pas, puisqu'on va voir ce que tu vas nous répondre. Merci en tout cas, Marie-Hélène, pour cette introduction. Je vais essayer aussi d'alterner en anglais parce que là, Voilà. il y a aussi des personnes Welcome qui, to. voilà. I'm coming from my international business master's degree, so there are people who also speak English and English clearer for them. So for those who don't know me, I'm a student at INSEC. I'm pursuing my master's in international business management.
In parallel, I'm also a global key account manager. I'm working in healthcare in a market research company called FMR Global Health. I have around 4 years of sales experience in B2B and B2C, originally Lebanese. I have a multicultural experience, so I think it's good for me to testify a bit what my experience, is and what we look for the other students watching us today. So to start it off, Europe has been in crisis and will still have to deal with its unforeseeable future, good or bad. It's COVID or Brexit, as we've mentioned earlier. The question of the EU still having the capacity to retain its talent, but most importantly, its future talent is crucial in all fields of the economy. We require people who can provide growth, innovation to help support the economic foundations of the EU, to help it thrive in an ultra-competitive environment. We're seeing with this crisis, for instance, the rise of China, the decline of the US, and the possibility of other emerging countries to take the spot and become some sort of an economic powerhouse. Europe is concerned, so we should all be concerned because it's our future, most specifically, the question of our careers. These are the things that I think we should face. I'm probably one of the optimists who believe that in today's Europe of crisis, we can still have a future in tomorrow's challenges. So I would like to shed some positive light on some positive aspects. It raises the question to the students watching, why should I have a career in the EU? What guarantees can I have? Why continue to believe in this alliance of 27 nations coming together to provide peace and prosperity while it's, already entangled in a Cold War with a neighboring country? Will it still be able to compete with the rest of the major superpowers like China? And how can our careers, be impacted by the EU? And how can our careers, how can the EU impact our careers in a positive way? So, first of all, in order to retain, harvest our next generation of talents, we have to provide them with the necessary tools. And I think we already have some of them, which we already mentioned. Something like Erasmus, In fact, by looking at some of the pre-existing tools that play a major role in harvesting this next generation, some of which are present in INSEC, we can be reassured that we have the capacity to continue to grow this generation of talents and ambitious youth. This program that allows students to travel abroad and harness not only hard skills like theory and knowledge, but also have the opportunity to absorb cultures. It doesn't just take years of experience in the field, to have the chance of working in a company. One of the things that recruiters appreciate is the value of culture, the international experience and the ability to understand and grasp another culture. With a program like Erasmus or even Erasmus Plus provided by INSEC or any other major educational institution, we can be certain that we are being prepared for a diverse and bright future career in EU, if the choice comes down to it. We're also probably one of the only regions who still benefit from a free circulation of not just people, but goods and workforce, seeing something like the Schengen space, allowing you to freely move around and go beyond your original destination. Look for the opportunity in something, that we should still see of value. Of course, we can put into question the flaws of the system, but when you're trying to build a stable region and something new, you are starting to have more progress than just, having to rely on the same rules and regulations. This is what have been somewhat have been functioning in the past decades. One of the other major factors that I believe that motivates people in having a career in Europe is that Europe is one of the leading countries to provide benefits and protections, entitlements, for instance. France is almost synonym with the system of protections. You're employed by an EU company, you benefit from more legal protections, employee benefits. Protection comes with a lot of cost. It's not free. Taxation, is efficient when it's transacted in the right direction of the economy. One of the major spendings of the EU is sustainability and more green projects. So we should probably also look into that. To give you an example, Brussels, you can take advantage of up to 5 to 6 weeks of leave annually, excellent healthcare coverage, access to EU schools where your children can study. And if I may say, Brussels is more than just fries and beers, if I may say. So, of course, there's still more to it. You have Luxembourg, which is one of the highest paid countries in the world. Our future generation looks also for remuneration and a high-paying job. So we are certain that we have this opportunity here in Europe. A tiny nation like Luxembourg is a country where the highest per capita income, physicians, dentists, and data scientists, on average, people earn around 2,500 to 8,000 euros a month. So this is a good point we should also highlight. In addition to wealth, Europe has been one of the highest life expectancies countries. Spain, that ranks among the longest in the EU with a life expectancy of 83 years.
And that's a consequence of one of the major factors of talent retainment and good policies. So that's something that we should all have to consider. Healthcare and health is something very important when we want to establish a career. Before establishing a career, we must have a good healthcare system. Unlike the US, we have more benefits, more entitlements than probably any other country in the world, not just France, you know, countries like Estonia that pay allowances to families in connection with raising children. And some of the things which doesn't exist in many countries. Italy, which demonstrates a good domestic policy of employment, you know, the employment rate is quite high with around 67% of the men and 49% of the women being full-time paid employment. So it is certain to say that, you know, our social security system in Europe is very strong, and that should be also reassuring our generation of youth. Otherwise, I would say that in citizens, you know, we're covered by a major, you know, combination of private insurances that comes to the US. You know, they're not entitled to what we have. So maybe we should also take the time and appreciate what we have here in Europe. So there's no doubt that the majority of the EU countries provide support and stability as well as prosperity. And if I may conclude, you know, this leaves us with the question of how can we keep our talents and how do we keep up with the world and face this upcoming crisis? My answer is simple. Cultivate your talent, give the necessary tools and the space to grow and develop, encourage innovation and support. I strongly believe that a future career in Europe is not just a possibility, but an opportunity to continue to build this region and face the upcoming challenges. And by facing it, I mean renew, rethink, and redefine those tools of talent retainment and think forward. Those are my 2 cents. Congratulations, Ramzy, that you did a great job. Very interesting ideas and facts. What struck me is this idea which is quite obvious, in fact, to say that, in fact, our social security system, you know, which you really highlight very much, and which usually is something which in the business world seems, you know, to be unattractive. Here, it's interesting to show that it's a way to attract talents, and therefore companies could follow talents, maybe more than just taxation, favorable taxation. I like very much that idea. Thank you very much, Ramzy. Yeah. You're welcome. It was a pleasure. Thank you. Great. So we move on to our next speaker, en l'occurrence Robin, who is going to present briefly the results of the quiz, which I think may not have as many answers as we wanted, but nevertheless, can you make some kind of sense out of this quiz on the question was, you will tell us everything about what was the question. Yeah. Hello everyone, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, excusez-moi, merci d'être venu, merci d'être là. Comme à toutes les séances, je vais un petit peu débriefer le quiz. Qu'est-ce que vous avez répondu, qu'est-ce que ça peut en dire. La première chose, je vais parler du sujet principal de cette conférence, la question sur l'Europe est-il encore un continent talentueux? Pour la quasi-totalité, pour 90% des réponses, pensent que l'Europe est un continent talentueux. Donc c'est plutôt optimiste de votre part. C'est compréhensible aussi, car l'Europe est depuis longtemps un point névralgique des talents, qu'ils restent en Europe ou non. Ça reste des talents européens, mais tout de même, certains d'entre vous, donc les 10 derniers pourcents, pensent que non. L'Europe, c'est pas un continent talentueux, parce que c'est vrai que ces dernières années, on peut voir qu'à côté de la Chine, plus globalement du côté de l'Asie, on peut avoir l'impression d'être un peu dépassé, que les talents ils viennent plus de l'extérieur que de l'Europe. C'est d'ailleurs le continent, l'Asie, c'est le continent pour lequel vous avez répondu, qui était le plus porteur d'avenir. C'est l'Asie, compréhensible au vu du développement de ce continent ces dernières années. On retrouve aussi le même taux de réponse dans la question qui était la nouvelle génération a-t-elle les talents dont l'Europe aura besoin? Donc pareil, à 90%, vous avez répondu oui. Donc ça veut dire que vous, nos étudiants, les étudiants de l'INSEC, pensent que la nouvelle génération, dont nous aussi nous faisons partie, sont les talents que l'Europe aura besoin aujourd'hui et demain. Donc c'est plutôt positif. Parmi les points marquants, les talents européens
on retrouve principalement enfin, dans les points européens, qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'on retrouve en fait parmi ces talents comme qualité. Donc l'ouverture au monde, les 3 points principaux qui sont venus, ouverture au monde, leadership et créativité et adaptabilité. 3 points très importants forcément dans les talents qu'un continent souhaite avoir. On vous a aussi demandé ce que vous pensiez de l'attractivité et de la compétitivité de l'Europe. Très intéressant, vous allez avoir votre avis là-dessus. Eh bien, plus de la moitié des réponses, un peu plus de 70% des réponses ont été que l'attractivité et la compétitivité de l'Europe est en stagnation. Est-ce que ça a un lien du coup avec le développement asiatique? Sûrement. C'est clair qu'à côté d'eux, on n'attire plus. Peut-être qu'on vous a demandé les tensions actuelles, est-ce que ça joue un rôle? Vous avez pensé oui, beaucoup ont pensé que oui, forcément. Entre autres, les tensions actuelles jouent un rôle dans l'attractivité et la compétitivité de l'Europe. Un autre axe sur lequel aussi on a voulu aller vous questionner, c'était sur les opportunités professionnelles, si elles vous paraissaient plus intéressantes en Europe ou hors Europe. Ça a été très partagé, quasiment 50-50. Donc plutôt intéressant de voir que c'est très partagé pour ça. Un autre fait marquant aussi qu'on a relevé, c'est que 60% d'entre vous prévoyez faire des études à l'étranger, mais que 70% se voient plutôt travailler en France. Donc c'était assez marrant de voir cette différence. Plutôt aller à l'étranger pour les études et revenir en France pour travailler. Assez intéressant. Et le dernier point, on vous a aussi demandé ce que vous pensiez des programmes de mobilité internationale. Vous avez répondu principalement que cela servait à européaniser les talents et ainsi qu'à capter les talents extra-européens. Forcément, ces programmes, on peut penser que c'est vers l'extérieur, mais c'est un programme qui n'est pas à sens unique, c'est à double sens. Donc aussi, l'Europe profite des talents extérieurs et vient capter des talents qui viennent d'au-delà de ses frontières. Et le but pour l'Europe, c'est de faire rester ces talents sans trop perdre non plus ses propres talents européens qui peuvent partir facilement dans d'autres continents. Donc voilà pour votre petite présentation des réponses. Vous avez un peu ce que vous avez répondu, un petit résumé de ce que vous avez répondu. Et je vais vous laisser avec nos speakers maintenant. Merci beaucoup, Robin. Et merci à ceux qui ont répondu. C'est important pour nous et c'est de la donnée. Claire, tout à l'heure, parlait de poser des questions aux étudiants sur leur rapport à l'Europe, leur perspective de carrière, etc. Donc, c'était un petit peu ce qu'il y avait déjà dans ce quiz. Donc, on a déjà des éléments de réponse. Donc, n'hésitez vraiment. Ces quiz, ils sont pas obligatoires, je le dis, mais tout ce qui n'est pas obligatoire n'est pas inintéressant. Donc, merci d'avoir répondu et merci beaucoup pour cette synthèse, Robin, où on apprend des choses assez intéressantes, effectivement, assez surprenantes, parfois, enfin surprenantes positivement. Voilà, merci beaucoup. Et puis, voilà, nous arrivons au moment où nous allons écouter Ulrike Guérot, donc notre keynote speaker, qui va répondre elle à la question « Le talent a-t-il un avenir en Europe ?» Bon, il y a toujours les mots-clés, avenir, talent, Europe, on les met dans plein d'ordres différents et on met un point d'interrogation à la fin. Mais ça, c'est des angles bien différents, il faut bien le dire. Alors, 2 mots sur Ulrike tout de même. Donc, c'est une politologue, comme je disais, allemande, établie à Bonn, enfin, elle nous parle de Bonn actuellement. Elle est fondatrice et directrice du European Democracy Lab, un laboratoire d'idées dédié à l'avenir de la démocratie en Europe. Ce qui fait de Ulrike quelqu'un de très proche dans son parcours d'une autre, le laboratoire européen d'anticipation politique. Ulrike a un parcours très, très, très intéressant en Allemagne et dans toute l'Europe. Le 1er avril 2016, elle est nommée professeure de politique européenne et d'études de la démocratie à l'université du Danube à Krems, où elle dirige par ailleurs le département de politique européenne. Voilà, donc Ulrike, merci d'être avec nous et je te passe le micro, la parole, the floor, à toi. D'accord, donc merci beaucoup. Et là maintenant, vous voyez mon PowerPoint, non? Là maintenant, je rate mon truc. Si, voilà. Non, vous voyez, mais comment dire? Je t'entends pas, Marie-Hélène. Vous m'entendez? Oui, on vous entend et on le voit, le PowerPoint. Et vous voyez le PowerPoint. D'accord.
Bon, déjà Marie-Hélène, merci de m'avoir invitée. Peut-être commençons à dire que Marie-Hélène et moi, on se connaît depuis maintenant 15 ans. Et c'est peut-être important à dire parce que je pense que nous avons tous vécu une rupture de temps, disons, Covid, la guerre en Ukraine. Et la rupture de temps, ça marque aussi la digitalisation, mais ça, c'est marqué aussi par les mots qu'on emploie pour désigner l'Europe. Quand Marie-Hélène m'a demandé de parler sur le talent européen, j'ai hésité un moment parce que je pense que c'est important de peut-être dire à une nouvelle génération que quand nous, on était jeunes, enfin quand Marie-Hélène et moi, on était jeunes, les mots avec lesquels on parlait de l'Europe, c'était l'Europe politique, c'était la Constitution, c'était l'idée d'un continent uni et c'était d'autres projets. Moi, j'ai travaillé pour Jacques Delors dans les années 90. Jacques Delors a toujours, donc le commissaire français 85 à 95, il a toujours parlé des grands projets européens. Et les grands projets européens, pour lui, c'était le marché unique, c'était l'euro et c'était l'élargissement. Et donc, Marie-Hélène et moi, on s'est connus en 2008 quand Franck Biancheri, en fait, a proposé une notion d'une citoyenneté européenne. Et tout ça, en fait, ça fait maintenant 15 ans qu'on en parle. Et là, maintenant, je me vois basculer dans une langue européenne où, en fait, le langage européen ne dessine plutôt que l'efficacité de l'Europe, quand vous avez présenté pourquoi être en Europe, est-ce qu'il y a encore du talent, est-ce que c'est fonctionnel, est-ce qu'on veut vivre en Europe, mais vous êtes un business school, en fait, c'est un prisme assez économique. Donc, en fait, le talent, l'innovation et tout cela pour, en fait, aménager ce continent et pour argumenter qu'on vit et travaille bien dans ce continent. Donc, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est plutôt une angle politique sur l'Europe et peut-être une réflexion, disons, théorique ou peut-être une réflexion philosophique de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec le talent? Vers où ça va? Et d'ailleurs, c'est quoi le talent? Parce que le talent, la question c'est déjà, est-ce que c'est le talent de Rimbaud de faire des beaux poèmes? Et si on fait des beaux poèmes, c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce qu'on payera pour un poème de Rimbaud? Mais comment va-t-on définir un continent qui se veut créatif s'il n'aura pas eu des poètes comme Rimbaud? Encore que tout ce que vous avez dit d'ici là, j'imagine pas que vous avez pensé à Rimbaud quand vous avez essayé d'esquisser le talent européen. Donc, je pense que déjà le talent, c'est un mot très compliqué. Et c'est un mot très compliqué parce qu'il faut saisir, est-ce qu'on parle d'un talent qui peut être cadré dans un prix économique, dans un cadre fonctionnel, qui portera à l'innovation et donc le BIP européen, ou est-ce que le talent, c'est autre chose? C'est quelque chose dans la tête, c'est d'avoir des idées, c'est la poésie, c'est... Voilà, donc juste ça pour piste de réflexion. Maintenant, j'ai deux parties de mon PowerPoint. Il y a une partie chiffres et une partie plus ludique, justement pour en arriver. Il y a des choses plus que les chiffres. Je vais vous présenter 5 charts qui en fait reflètent le brain drain européen, parce que c'est ça la question du talent européen, c'est où se trouve le talent européen. Marie-Hélène et moi, on a parlé il y a une semaine. J'avais une semaine très chargée. Donc, c'est assez compliqué de détecter le brain drain européen et de saisir la question où est le talent européen, dans quel pays est le talent européen. Et c'est d'ailleurs aussi compliqué parce que quand on veut avoir un rapport entre les chiffres talent européen, où ça se trouve, mais aussi migration, donc où sont les flux migratoires, plus on veut encore répondre à la question, est-ce qu'il y a un brain drain de l'Europe, disons, vers la Chine, vers la Russie, vers les États-Unis? Niveau chiffres, c'est assez compliqué. Donc, je me suis réduit ici sur 5, charts qui en fait disent tous la même chose. Et c'est dire que au niveau européen, si on raisonne strictement européen, le talent européen,
il y a en fait un brain drain périphérique-centre. Donc, tout le monde veut aller au centre dans les pays qui sont bonnes, enfin considérées bonnes, c'est-à-dire la Suède, Danemark, Spain, Finlande, Luxembourg, Germany, France. Hein. Donc, en fait, les pays qui sont en bas de la gamme, vous voyez, on ne fuit pas, alors que les gens dans les pays dits plutôt pauvres, enfin pauvres par rapport à la France ou à l'Allemagne, donc Croatie, Latvie, Lituanie et tout, le brain drain est assez énorme. C'est-à-dire que la périphérie veut aller au centre, ou alors la périphérie un peu moins développée veut aller dans les pays plutôt développés, même à l'intérieur des différences européennes. Donc, on voit ça sur, en fait, n'importe quelle manière de présentation. On voit que c'est assez homogène, en gros, hein, source Eurostat, avec quelques ajustements, quelques flux, mais en fait, on voit assez clair que les receiving regions et sending regions, en fait, c'est périphérie-centre. Donc, ce qu'on a appelé dans les temps de Jacques Delors, dans les années 90, c'était un peu le Blue Banana. Je ne sais pas si ça vous dit un peu, mais la Blue Banana, quand la Grande-Bretagne était encore, ça faisait encore partie de l'Europe, c'était en gros de Londres, en passant de Amsterdam, on continue le Rhin, le fleuve du Rhin, et puis on arrive Italie du Nord et Trieste. Hein. Donc, c'est là, le Blue Banana, où en fait la croissance, le PIB, le talent se trouve, l'industrie est très dense, alors que la périphérie, que ça soit en Italie du Sud ou que ça soit en Finlande du Nord, ça ne s'y trouve pas. Vous excusez mon français, ça fait assez longtemps que j'ai pas parlé français. Donc, voilà. On voit ça d'une manière assez nette quand on regarde individuals et quand on regarde justement qui quitte pour l'Allemagne, pour United Kingdom, Spain, Netherlands, France et Belgium, Italie, Danemark encore. Donc, c'est-à-dire que le flux vers ces pays sont assez larges, notamment Germany, United Kingdom, alors que la migration des jeunes vers Latvia, Bulgarie est assez bas, c'est-à-dire que la périphérie, ces pays, Croatie, Latvie, migrent vers les pays dits industrialisés ou plus industrialisés que la périphérie. Donc, ça se reflète encore ici. Pourtant, c'est assez homogène en Europe, mais on voit très bien qu'il y a des hotspots plus bleus que d'autres et que la pauvreté se montre justement dans les zones périphériques de l'Europe. Resterons ici, voilà, brain drain within the European Union. Donc, on voit encore une fois toujours les mêmes chiffres. United Kingdom, bon, maintenant c'est hors de l'Union européenne. Germany, France, Spain, Poland, c'est là où ça se passe. The others is other states. Donc, other states. Mon raisonnement politologue sur des chiffres comme ça, c'est plutôt qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que c'est bon si je raisonne dans un cadre de l'avenir de l'Europe et d'unité de l'Europe, d'unité politique quelconque à définir, si j'ai des chiffres qui me montrent que j'ai quoi? Que j'ai un décalage central entre périphérie et centre et entre, disons, 4-5 pays où tout se concentre par rapport à une périphérie où pas mal de choses, où se passe pas trop de choses. Est-ce que politiquement, c'est soutenable pour un continent qui se veut uni, enfin, dans le temps? Parce que je vous ai bien écouté, là, les présentations, mais j'ai pas capté des notions de citoyenneté, d'unité, voilà. Vous avez parlé de talent, vous avez parlé de healthcare, vous avez parlé de fonctionnalisme, d'innovation et tout ça. Donc, ce que j'ai capté, et c'est juste une observation, rien d'autre, mais c'est une observation qu'aujourd'hui, on parle différemment ou alors on met le focus sur des notions différentes que dans le temps. Donc, si je prends encore une fois ces chiffres, ma question à moi, c'est toujours, est-ce qu'avec cette évolution économique qu'on a vue, ce décalage énorme entre régions pauvres et régions plutôt fortes, entre périphérie et centre, est-ce que je peux, oui ou non, est-ce que je veux, oui ou non, construire ou bâtir une Europe politique? Ou est-ce que, en fait,
le morcellement économique et le morcellement du talent dans l'Union européenne que j'ai montré avec ces chiffres, est-ce que ça détruit l'ambition d'une unité politique? Parce que pour moi, c'est une question centrale. Est-ce qu'on veut promouvoir du talent? Si oui, dans quel pays? Et est-ce que dans la question que je promue le talent ou le brain drain qui va vers certains pays, ça détruit the political economy of other countries? Disons que, par exemple, vous êtes peut-être trop jeune pour l'avoir capté, mais pendant la crise bancaire, il y a 15 ans, il y avait un brain drain énorme du Portugal et de l'Espagne vers l'Allemagne. Toutes les jeunes ingénieurs espagnols, en gros, voulaient être à Stuttgart. Voilà, pour l'Allemagne, c'était super. Hein. Tout le monde voulait d'ailleurs habiter à Berlin parce que c'était la ville la plus cool de l'Europe. Donc, on se trouvait à Berlin avec toute une multiculti et c'était tout bien pour Berlin. Pour l'Espagne, c'était pas tellement bien parce qu'on a capté le brain de l'Espagne. Il y a l'autre moitié des jeunes Espagnols qui sont partis en Amérique latine à cause de la langue, mais du coup, on a en fait desséché les pays du Sud par rapport au talent, par rapport aux pays du Nord. Donc, si je raisonne en une Europe unie, la question c'est qu'est-ce que ça me fait? Parce que ça me fait après un effet politique. Et c'est là où je veux en venir. Si vous regardez bien ce qui s'est passé en fait après la crise bancaire, c'est qu'on a, creusé le populisme. Podemos, Tsipras en Espagne, en Italie, entre le nord et le sud, c'est-à-dire que la crise bancaire et le brain drain, couper le continent entre périphérie et centre a créé un populisme. Vous regardez les cartes politiques, j'en ai pas amené, mais j'imagine que dans vos têtes, si vous observez un peu les élections ou alors l'évolution de certains pays, vous voyez bien que par exemple la Pologne, ouest et est, c'est complètement divisé, que ouest se porte plutôt bien, est se porte pas bien. Vous voyez l'Italie, sud et nord, vous voyez la France entre région et Paris et la France est parfaitement divisée, en gros, entre centre-périphérie. J'ai pas besoin de vous parler des gilets jaunes, des contestations sur la retraite, vous savez plus que moi, mais vous voyez assez bien que la France, en fait, a deux villes qui sont connectées à la chaîne de production internationale. En fait, c'est Paris et Lyon. Donc, la France n'a que deux villes où, en fait, le talent se porte. Dans le reste de la France, le talent ne se porte pas. Et ce qui est important dans cette recherche, c'est de réaliser que cette coupure en deux de la France, par exemple, entre la France macroniste européenne et la France profonde gilet jaune, pour être simple, ça vous donne quoi? Ça vous donne une coupure politique énorme. Et donc après, c'est la question, c'est qu'est-ce que cette coupure politique énorme, vers où ça va? Est-ce que ça va à Marine Le Pen en 2025? Déjà, en Italie, c'est basculé dans le camp populiste avec Giorgia Meloni. On l'a vu en Pologne, on l'a vu en Hongrie. Donc, si le talent se concentre et si les pays se coupent en deux entre talent dans les villes et pas de talent dans les zones rurales, quel effet politique ça me fait? Et je trouve pour moi, c'est une question primordiale parce qu'on observe ça en political economy sur les 10 années qu'on vient de vivre, que la crise bancaire a coupé le continent en deux et que depuis, on se trouve dans une situation politique que tous les pays sont coupés en deux, entre centre et périphérique, entre ville et campagne et entre talent et pas talent. Et politiquement parlant, ça nous a fait creuser le populisme parce que le non-talent, pour être très simple, le non-talent revolte au talent dans les villes. Hein, parce que les gilets jaunes contre Paris, contre le Paris macroniste européen, en Allemagne, c'est la même chose. Tout le monde veut être soit à Cologne ou à Berlin ou à Hambourg, mais au Brandenburg et en Sachsen-Anhalt, personne ne veut y vivre. Et donc, tout ça, ça fait des répercussions parce qu'après, on n'a pas d'investissement dans les campagnes, on manque de digitalisation dans les campagnes, donc c'est moins bien de vivre en campagne. Donc, il faudrait, à mon avis, aspirer à une homogénéité de développement d'infrastructures et à une homogénéité de talents en Europe. Voilà. Donc maintenant, je passe en fait à la deuxième partie de ma petite présentation, uniquement 20 minutes. Et donc, comme on dit, sous-complexe, donc pas assez complexe parce que 20 minutes, il faut condenser. Et je passe à une partie un peu, disons, ludique, hein, juste pour vous donner des idées. Si je dis que couper le talent en deux,
par les multiples prismes que j'ai essayé d'esquisser, ça nous amène dans un cul-de-sac politique. Donc maintenant, je vais raisonner sur l'avenir de l'Europe et comment on pourrait créer un peu plus d'homogénéité, justement, pour arriver à un continent uni qui ne rassemble pas uniquement le talent, mais qui est aussi uni politiquement, ce qui me semble important. Ça me semble important pourquoi? Parce qu'on ne se trouve pas dans une situation triviale par rapport à l'Europe. On se trouve en guerre déjà. Donc déjà, l'Europe en guerre, alors qu'on a raconté pendant 70 ans que l'Europe, c'est la non-guerre. Hein? L'Europe, c'est pas de guerre, donc maintenant on fait la guerre pour être unis. C'est un peu bizarre, hein? Philosophiquement, on pourrait discuter ce qu'on fait. Économiquement, même politiquement, socialement, on pourrait aussi regarder le Chimerica, donc Chine-Amérique, hein, donc toute la géostratégie qui est en train de se passer, alors on parle. Vous avez bien vu Macron en Chine, vous avez bien capté ce que Macron a dit. Qu'est-ce que Macron a dit? Il a dit l'Europe émancipée et l'Europe souveraine. L'Europe souveraine a besoin d'être un continent uni politique, parce que si on n'est pas uni et homogène, on ne peut pas être souverain. Hein? Un continent coupé en deux sur les populismes, un continent qui a d'autres, des régulations très différentes, par exemple sur les droits de chômage, sur les droits pour les pauvres, les allocations et tout. Cet continent, par définition, au niveau de la citoyenneté, ne peut pas être homogène et ne peut que produire des tensions et ne pas produire de l'unité. Donc voilà, pour être un peu, pour faire un peu de l'art. Ça, c'est l'image d'un ami autrichien, d'ailleurs, qui a écrit Metropa. Qu'est-ce qu'il veut dire avec Metropa? Déjà, l'aspect visualiste de cette poster qu'il a fait, c'est de dire à quel point l'Europe est petite. À quel point l'Europe est petite. Parce que si vous mettez ça en perspective avec la Chine, 10 villes chinoises qui ont plus que 5 millions. Alors, combien de villes on a en Europe qui a 5 millions? Il n'y a que Paris et Londres, en fait. Donc, déjà ça. Donc, l'Europe est petite. Et donc, en fait, il a dessiné que l'Europe est petite pour dire si on veut avoir le talent homogène, la digitalisation homogène et tout, on commence avec les trains. Donc ça, c'est le réseau d'un European High Speed Train Net, qui d'ailleurs fait partie de cette Next Generation Europe Programme qu'on a voté avec les 150 milliards pour la crise Corona. Donc, il y a un bon budget pour justement faire des trains en Europe. Les trains en Europe, c'est l'infrastructure. Les trains en Europe, ce sera aussi faire l'Europe climat neutre, hein, un grand projet. Et donc, pour visualiser, je trouve c'est marrant ça, de dire que vous prenez, c'est comme une ligne de réseau parisien de métro ou un réseau de subway de Londres. Donc, en fait, vous embarquez à Hambourg, vous faites la ligne 9 et vous arrivez en Barcelone. Je trouve ça très marrant pour imaginer un talent, l'Europe, l'avenir et le talent, pour dire que ça doit s'homogénéiser et ça ne doit pas se couper des régions rurales pour avoir un industrial fabrics qui soit plutôt uni et homogène et qui ne polarise pas entre campagne et le talent dans les villes. Voilà. Donc ça, justement pour empêcher que l'Europe se perd dans les clivages politiques de populisme où on joue campagne contre les villes ou centre contre périphérique. Moi, dans ma recherche à l'université, j'ai essayé de penser d'une manière imaginaire sur une Europe qui, comment l'Europe politique pourrait être organisée pour justement passer à travers de ces clivages. Et donc, en fait, j'ai pris les 50 villes européennes les plus grandes, pas uniquement les capitales, mais vous voyez Düsseldorf et vous voyez Cologne, vous voyez Dresde, donc vous voyez plein de villes qui ne sont pas des capitales. Mais les 50 villes les plus importantes au niveau de la population, au niveau de l'art et la culture et de l'importance économique. Donc, c'est ça les paramètres que j'ai pris. Ça vous donne 50 villes et après, avec un algorithme, j'ai attribué à toute ville un nombre pareil de population. Donc, en fait, l'idée politique derrière, c'était que chaque ville
importantes en Europe, donc 50 villes importantes en Europe, s'occupent de la même manière du même nombre de populations. Mon portable sonne, donc on va passer. Et donc, en fait, si vous faites ça, ça donne ça. Et ce qui est intéressant visuellement, c'est que, en fait, c'est assez homogène. C'est assez homogène. Hein? On arrive à avoir à peu près des mêmes coupages, sauf ici où personne habite. Hein? Au nord, personne n'y habite. C'est pour ça que c'est plus large. Mais voilà. Donc, ça m'a donné l'idée de dire, si on voudrait avoir comment dire, une avenir de l'Europe qui sera plus homogène au niveau de centres, périphéries et villes rurales, il faudrait peut-être penser un système politique qui dépasse les clivages entre, disons, la Pologne Est et Ouest et qui attribue à les villes qui sont les centres du talent, mais qui implique que les villes harvesting the talent, donc les villes où le talent se concentre, donner la responsabilité de s'occuper de la campagne autour. Disons que Barcelone doit s'occuper de ce qui est autour. Voilà. Donc, si on continue, pour faire tout ça, l'Union européenne a déjà inventé en 2021 ce qu'ils appellent European Digital Identity. Donc là, il y a déjà un effort de la Commission européenne d'avoir tout un réseau digitalisé pour la commodity for the citizens, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, et c'est là où le talent européen devrait penser, il est impossible d'aller à un guichet d'SNCF et de prendre un ticket de train jusqu'à, disons, Trieste, à travers de trois pays. Hein. C'est assez compliqué. Il n'y a pas encore de app qui a été invité et on se demande pourquoi la jeunesse n'a pas encore trouvé ça. Mais vous êtes à Vienne, par exemple, vous voulez vous faire un ticket de train à Barcelone, un ticket de train de nuit, ou disons à Porto, c'est pas possible, hein, parce que ça fait 3 lignes de réseau national. Vous faites l'Autriche, l'Allemagne, France, Espagne, Portugal, donc ça fait 5 pays. Donc c'est pas si anodin de trouver un ticket de train de nuit et une app qui fait ça. Donc, créer une espèce de European Digital Identity qui fournira ça, c'est-à-dire qu'on se comprend comme dans une citoyenneté où entre centre et périphérie et rural et les villes, on a une digitalisation, une citoyenneté qui est bâtie autour d'une identité digitale. C'est peut-être une piste pour un avenir, une piste pour du talent, une piste pour une innovation d'ailleurs, mais aussi, et c'est ça important, une piste pour une citoyenneté européenne qui est liée à tout ça. Parce que moi, à vrai dire, peut-être je suis trop vieux, c'est bien possible, mais puisque je suis née dans une période où on parlait encore de l'Europe politique, où on parlait encore d'une Europe souveraine, émancipée, où on disait que si on veut avoir du talent, il faut aussi avoir un système politique qui résonne dans le monde. C'est pas uniquement que je veux avoir du talent pour gagner de l'argent, pour avoir une belle vie, pour vivre à Paris dans un loft. Voilà, pour moi, c'est pas ça le talent. Mais pour moi, le talent, c'est la responsabilité d'un continent qui, en fait, contribue à gérer le monde d'une manière meilleure. Hein. C'est-à-dire que nous, on s'occupe aussi de l'Afrique, que nous, on s'occupe de la géostratégie, que nous, on a un intérêt universel. Hein. Voilà. Donc, capter du talent, c'est autre chose que l'Europe, compris comme un continent qui s'occupe du monde. Voilà. Et pour arriver là, l'idée, pour moi, c'est de connecter tous ces réseaux dont on a besoin, le réseau de trains, pour le climat, enfin tout ce qu'on veut avoir, mais de lier ça à une idée de citoyenneté européenne qui me paraît clé pour l'avenir de l'Europe. Parce que si on veut capter le talent pour l'Europe, c'est aussi pour avoir des citoyens européens qui bâtissent un projet politique. Et je trouve, moi personnellement, pour moi, ce sera en fait la continuation de ce qu'on a déjà achevé. Parce que dans les années 80, ce qu'on a fait, en fait, c'est le marché unique. Et le marché unique, c'était quoi? En 2 mots, c'est, legal convergence for goods. C'est-à-dire que dans les années 80, on a décidé que tous les biens en Europe peuvent être vendus dans tous les supermarchés en Europe.
Puis après, dans les années 90, on a dit, puisqu'on a maintenant Legal Convergence for Goods, et ben maintenant, il faut Legal Convergence for Capital. Legal or money, if you want, currency. Et donc, du coup, on a dit one market, one currency. Parce que c'est bête d'avoir un marché et plusieurs monnaies. Voilà. Et donc, c'était ça, la logique de dire, mettons one market, one currency. Et là, maintenant, ce que je trouve, c'est la troisième étape pour justement produire une homogénéité du talent. Donc, c'est d'ailleurs, ça passerait pour moi par une homogénéité de la citoyenneté européenne. Parce qu'en fait, en Europe, nous sommes tous market citizens. Hein? On est tous dans le même marché commun. On a tous free movement of person, on a free movement of people. On est tous consommateurs. Donc, on a tout ça. On est tous liés dans des réseaux digitaux et autres. Mais on n'est pas liés au sens même de notre citoyenneté. Pour citer le français Pierre Rosanvallon, un grand sociologue français, il a écrit un livre en 1994, la citoyenneté. Il a fait un hommage à la citoyenneté. Et en fait, ce qu'il dit, la citoyenneté, la pureté de la citoyenneté, c'est le droit de vote, les accès sociaux et droits politiques. Et donc, j'étais très intéressée, comme vous avez parlé justement de healthcare et donc droit social, parce que quand vous lisez les résultats de la conférence sur l'avenir de l'Europe, je ne sais pas si vous avez capté que l'Union européenne a fait un grand sondage en 2021 et 2022. Ils ont interviewé 300 000 citoyens pour demander aux citoyens européens, c'est quoi votre avenir de l'Europe? Qu'est-ce que vous voulez? Et c'était très intéressant que dans les 49 conclusions qui ont été publiées le 9 mai 2022, c'est justement ça. La plupart des citoyens européens veulent en fait ça. Ils veulent équité, ils veulent en fait un passeport européen, mais un réel passeport européen, c'est-à-dire ils veulent le même accès aux droits sociaux, le même accès au healthcare, santé, et donc plus de différence entre, disons, la Lituanie, la France ou l'Italie et la Finlande. On veut être vraiment citoyens européens. C'est ça, en fait, en un mot, la conclusion même de la conférence sur l'avenir de l'Europe que la Commission a menée en 21 et 22. Et pour moi, en fait, c'est la traduction politique, de ça, parce que ça, European Digital Identity, this is only commodities. It's only commodities. Buying my train ticket, having an app, it's just commodities. It's nice to have this, but l'Europe politique, ce sera ça. Donc, pour en finir, si on ferait ça, donc si on parle avenir, talent, et unité du continent, c'est-à-dire projet politique, pour moi, le talent européen, qui ne peut être bâti sur une culture européenne, parce que le talent, sinon, c'est quoi? Vous faites hip-hopping, vous faites Hong Kong et Barcelona, et puis après New York, je ne sais pas, enfin, peut-être un peu de Stanford. Mais il faut une liaison entre le talent, une liaison entre le talent et la culture, une liaison entre le talent et la citoyenneté, what do I stand for, une liaison entre le talent et l'universalité, c'est-à-dire d'avoir une mission au monde que voulons-nous réussir. Moi, ce que je propose, c'est qu'on repense pour l'avenir au terme de la République. Et j'ai trouvé ça en Italie, Benvenuti Città per la Repubblica d'Europa. Et c'est des gens en Italie qui ont justement repris la notion de la République pour définir qu'on est vraiment citoyen. Et parce que c'est toujours les villes qui lient le talent. Mais ce qui est plus important, c'est que le talent, c'est pas pour soi, c'est pas pour faire carrière et c'est pas pour gagner beaucoup de fric. Le talent dans la notion d'une citoyenneté, c'est toujours que dans la tradition européenne, qu'est-ce que veut dire citoyen? Citoyen, c'est toujours celui qui pense l'humanité avec lui. Et c'est uniquement en ça que je trouve que la notion du talent qui sauvera l'avenir de l'Europe fait du sens. Voilà. Merci. Magnifique. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, ça y est. On t'entend. Merci beaucoup, Ulrike. C'était absolument passionnant. Et ce qui résonne en moi, la remarque que j'ai envie de faire, c'est quand, à l'INSEC, et je pense dans beaucoup de business schools en général, et face aux tendances de big quit, etc., et de quête de sens, hein, et de ces notions d'entreprise citoyenne, hein, qui sont quand même très au centre des demandes des étudiants qui veulent pas juste effectivement gagner du fric, mais qui veulent que voilà, leur entreprise soit un acteur responsable, utile. Voilà. Alors, finalement, ça tourne autour de, bien sûr, environnement social. Et là, c'est vrai que tu rajoutes une composante que je trouve, j'espère, peu et de nature à passionner, à intéresser, à donner du sens pour beaucoup d'étudiants. C'est la dimension politique aussi. Hein, effectivement, le talent au cœur de l'entreprise, ou d'ailleurs pas seulement de l'entreprise, mais effectivement au service de la construction d'un continent. J'aime aussi beaucoup le fait que tu parles d'un continent qui résonne, qui fasse modèle à nouveau dans le monde. Et puis, alors, ce qui m'a frappé aussi dans ta description, enfin le lien que tu fais entre effectivement les brain drain internes. Hein. Moi, j'étais plus sur l'idée des brain drain vers l'extérieur. Toi, tu as concentré sur cette idée de brain drain interne à l'Europe qui provoque des divisions, qui provoque effectivement une polarisation politique. Et je me disais, en fait, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. On a Exactement, voilà. Avec, par contre, c'est pas le centre, hein, c'est le contraire. Le brain drain, il est du centre vers les périphéries. Coastal America, voilà. Voilà, c'est ça. Mais avec effectivement, du coup, une vie politique qui s'est complètement divisée entre des gens qui n'ont rien. Et on paye des conséquences énormes. Yeah, a high political consequences of this brain drain division. And this is why I was reasoning that je pense que c'est important de penser talent, homogénéité, unité ensemble, hein, et une vocation de talent citoyen qui en fait est dirigé vers un bien public ou un bien commun. C'est pour ça que la notion de la République est assez intéressante, res publica, donc c'est du latin. C'est-à-dire que le talent doit toujours servir la République, hein, la città, hein, la citoyenneté. Donc pour moi, les trois mots sont liés, citoyen, République, talent. Hein, parce que le talent, c'est pas... Déjà, c'est un don. Hein, qui a quel talent, c'est tout... on reçoit aussi un don. Hein? Donc, si on est talentueux, normalement, c'est parce on est discipliné, d'accord, on travaille, mais il y a d'autres gens qui ont des talents, c'est un don. Hein? Donc, un don, c'est toujours ce qu'il faut redonner. Enfin, bref, mais je ne veux pas être trop long. C'était peut-être un peu trop philosophique pour une fac de INSEC, mais je m'excuse. Non, moi, pas du tout. Je n'ai pas trouvé que c'était philosophique. Enfin, c'est extrêmement accurate. Honnêtement, et d'ailleurs, la comparaison qui vient d'être faite entre les États-Unis, le brain drain aux États-Unis et le brain drain en Europe, ça peut être encore pire en Europe, puisque aux États-Unis, il n'y a pas de sécession. Enfin, si, ils ont tous leurs problèmes, hein, mais c'est le même pays. Il y a une unité politique, et malgré tout, ils ont ce qu'on n'a pas encore en Europe, c'est cette citoyenneté. Et le risque est encore plus grand, parce qu'on voit, on peut avoir un repli beaucoup plus fort et rapide sur soi-même, en fait, ce qu'on voit, ce que vous l'avez noté. Ah non, on est en régression nationale pure et simple. Hein. Moi, je suis allemande, je m'excuse déjà sur mon pays parce que le nationalisme allemand n'a jamais fait du bien au continent européen, donc voilà. Mais entre la Pologne, l'Hongrie, l'Italie, la France, peut-être, on ne sait rien. Mais la régression nationale, j'ai presque 60 ans, mais j'ai jamais vu sur le continent comme ça. Je me demande ce qu'on a fait pendant 60 ans de raconter l'Europe, l'intégration, Jean Monnet, Jacques Delors, blablabla. La régression nationale qu'on a vécue en crise Corona, crise sanitaire, et la régression nationaliste avec la guerre en Ukraine, pour moi, c'est flagrant. Et on peut avoir tant de talent en Europe, si on ne résout pas la question politique, pour moi, c'est fini. Et là, vous parlez du Covid, alors on va parler du Covid, mais ça a été une façon de traiter ce sujet-là, c'est une des plus grosses erreurs. C'est-à-dire qu'en gros, on a arrêté le monde comme si on pouvait, d'un coup d'une baguette magique, arrêter complètement l'économie. On a créé une situation qui est venue par-dessus, vous le signalez, disons la crise financière pendant laquelle on a tellement injecté d'argent
que là maintenant on est en train de récolter parce que l'inflation, c'est pas l'Ukraine, hein, c'est pas le coût de l'énergie uniquement, c'est toute cette masse qu'on a créée après la crise financière. On a sauvé un système parce qu'il fallait bien le sauver, plus le Covid où on a continué à injecter. Et là, on se retrouve dans une situation à la fois politique et économique qui est assez compliquée. Je suis d'accord. Et je suis heureuse que vous dites ça, disons aussi ouvertement en analyse brillante, parce qu'en Allemagne, le discours est fermé, hein, pour être honnête. Le discours d'analyser ça si ouvertement en Allemagne. Je ne sais pas si vous lisez la presse allemande, mais pourquoi le discours allemand en ce moment est fermé, hein, et donc dépasse la réalité. Et je rajoute à ce que vous venez de dire, Monsieur Brezès, c'est que maintenant le basculement entre dollars et essorer en fait le continent européen par rapport à tout ce que se dessine dans le système financier international, c'est-à-dire BRICS dollar. C'est une comment dire césure, comment ça dit césure, une césure, oui, une césure, mais c'est énorme pour l'Europe. Et moi, je suis allemande. J'ai vu Macron en Chine. Je trouvais ça génial. J'aime pas Macron pour la réforme retraite. Pour être honnête, je suis de gauche, donc voilà. Mais Macron sur l'Europe et l'Europe en Chine et tout, je le trouve très bien. Et quand j'ai vu la presse allemande en fait, taper sur Macron comme si Macron trahissait l'Europe alors qu'il essaie de sauver l'Europe, justement l'Europe de talent, l'Europe souveraine, l'avenir de l'Europe et l'émancipation de l'Europe. Je trouve que c'est grave parce que moi, j'ai encore une histoire du franco-allemand. On a tous commencé avec le franco-allemand et tout. Le franco-allemand est fini. Et donc, les dynamiques politiques dans l'Union européenne actuelle, ça m'intéresse beaucoup. Et quand je dois constater que maintenant l'Europe est dirigée par une axe Washington-Londres, Varsovie, Riga, Kiev, et que le franco-allemand est complètement cassé, je peux vous dire, alors que j'étais mariée en France, j'ai 2 fils qui habitent Paris et j'ai passé ma vie de faire du franco-allemand, je suis horripilée. Hein. Je trouve c'est grave. Je m'excuse auprès des jeunes qui ont peut-être d'autres... parce que je trouve aussi un décalage générationnel de discours, comment on regarde sur l'Europe, parce que, et c'est pas une reproche, hein, je constate simplement que le ductus, la sémantique avec laquelle on approche la question européenne a complètement changé et elle est effritée et que la régression nationale est énorme. Hein. Et je compte beaucoup sur la nouvelle génération de réanimer une ambition politique pour l'Europe. Hein. Et ce qui est assez marrant pour rebondir sur ce que vous dites, quand on lit ce que l'Union européenne écrit sur le sujet des talents, brain drain, la démographie, enfin les risques, en fait, ils parlent. Enfin, moi, j'ai peu lu de trucs où on dit les choses comme elles sont, c'est-à-dire le risque politique, le risque qu'on a en fait. Tel que vous venez de le décrire. On parle c'est mieux de pas avoir cette fracture digitale dans les campagnes, d'avoir plus de gens dans les zones, plus de soutien dans les zones reculées, etc., etc. On parle peu des vrais sujets en fait. Mais c'est un peu une caractéristique actuelle, c'est qu'on parle pas des vrais sujets. Je suis tout à fait d'accord. Ça me plaît beaucoup cette discussion, ce débat. Merci. Moi aussi. Mais c'est comme les retraites. C'est comme les retraites, hein, Ulrike. C'est comme les retraites. Le sujet, il n'est pas l'économie qu'on fait sur les retraites. Le sujet, c'est de montrer au monde, à nos créanciers, ceux à qui on doit de l'argent, qu'on est sérieux et qu'il faut continuer à nous donner des taux d'intérêt un tout petit peu plus élevés que l'Allemagne. Très bien. Je vais être obligée d'interrompre cette discussion passionnante. Voilà. On en reprend à un autre moment. Hein, avec plaisir, avec plaisir. Je voudrais qu'on se tourne. C'est ça le débat. Très rapidement. Amine, est-ce qu'il y aurait des questions de la part de l'audience? Alors oui, tout à fait. Je vais revenir sur le sujet de citoyenneté européenne que vous avez évoqué, Ulrike. Et on a une question de Paul. Qui voulait savoir si justement la guerre et la crise qui a lieu en Ukraine, elle ne pourrait pas justement donner du dynamisme et avoir un effet positif sur cette Europe politique dont vous avez parlé. C'est ce qu'on raconte, mais c'est pas vrai. Donc en fait, c'est un bel signe que
je parlerai pas de propagande et de brainwashing, mais pour moi, les dites narratifs, donc la narration que maintenant la guerre crée l'unité, pour moi, c'est absurde. La guerre va détruire l'Europe. La guerre déjà a coupé l'Europe en deux, entre l'axe du Nord que j'ai dessiné et l'Europe du Sud. Cette idée qui est racontée que maintenant la guerre créera de l'unité en Europe, je vois nulle part. Ce que je vois, c'est que l'Hongrie est out, que la Bulgarie est out, que l'Europe du Sud ne veut pas de la guerre. J'ai parlé à mes copains espagnols, portugais, italiens et tout, ils sont out. L'axe du Nord tient debout, mais il faudrait raisonner pourquoi. Regardez, Washington, Londres, maintenant la Finlande et la Suède ont été plus ou moins forcés de rentrer l'OTAN. On peut se demander si c'est une bonne idée. Moi, je dis que non. Puis après, l'impact sur les pays baltes est énorme, l'impact américain. L'Allemagne est pivotale parce que nous, on est le plus grand pays et puis on ne sait plus quoi faire. Nous, serré complètement. Mais je ne vois pas l'unité de l'Europe. Je vois une Allemagne qui ne sait plus où se mettre, être tiraillée entre les Américains, une Europe et la Russie qu'elle a oubliée. Je vois une France qui fonctionne, Macron, la Chine, c'est une question très intéressante ce qu'a Macron a fait, de dire où sont nos intérêts européens. C'est ça la question qu'il a posée. Ce que je peux vous dire, c'est que la presse chinoise, j'ai une amie chinoise qui m'a lu la presse chinoise, que la presse chinoise était très, très, très félicitante pour Macron et très, très, très médiocre sur Annalena Baerbock qui était en Chine après. Donc, il faut noter ça. Le grand jeu géostratégique. Donc, pour être bref à la réponse, non, la guerre de l'Ukraine, à mon avis, se passe sous l'impact américain, fait un forcing des intérêts géostratégiques américains en Europe, et sort comme un citron les industries européennes parce qu'on fait plein de trucs bêtes, shipping liquid gas from America to here. Voilà. La question qui est-ce qui a fait péter le pipeline est une question intéressante, disons. Et je trouve que l'Europe, si on veut l'unir, devrait sortir de cette guerre. D'ailleurs, pour moi, c'est l'obligation même que l'Europe maintenant lève sa voix, qu'une tandem franco-allemand finisse cette guerre, parce que cette guerre, elle est destructive au niveau société, au niveau économique et au niveau géostratégique pour l'Europe. Et je trouve qu'on se lourd plutôt dans une narration que maintenant, à travers la guerre, on va être unis. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut dire, déjà on peut se méfier quand c'est un Chinois qui dit que c'est très bien ce qu'a dit Macron, quand même, parce que c'est. D'accord. mais à part ça, là je vous rejoins, c'est en fait jusqu'au moment où les Américains se retirent. Parce que si on se prend Trump, ils peuvent nous laisser et s'occuper uniquement là où ils ont vraiment des intérêts. Et en fait, on n'est pas en train de. On a fondé l'Europe pour éviter la guerre. On fondera pas une Europe pour à travers une guerre. Enfin, Exactement. Après sur le sujet, bon, on est en face d'un fou quand même. Donc. Moi, je voudrais juste par rapport à aussi cette question parler des talents de nouveau et dire qu'une Europe qui effectivement se ferme à l'extérieur, qui est incapable de comprendre des pays qui pensent différemment, qui ont des systèmes politiques différents, c'est pas une Europe qui va réussir à produire des talents. Il y a un sujet d'ailleurs, moi j'avais un angle qui était plus entreprise parce que je peux pas me comparer à ce que dit Ulrike sur la politique mon avis est vraiment est tout faible. Je ne peux qu'apprécier ce qui a été dit par Ulrike. Pour les entreprises ne rêvent que d'un système qui est simple en Europe. Moi j'ai été DG d'une division pour American Express carte en France. J'avais la Belgique, le Luxembourg, et puis je siégeais sur un board en Russie, et j'avais des équipes en Espagne,
pour gérer les clients français. Tiens, une entreprise en dehors d'Europe, et probablement une entreprise multinationale en Europe, ne rêve que d'une chose, c'est que c'est un truc où l'Europe, c'est pas un confetti de systèmes différents. Donc, Exactement. Et surtout, quand vous parlez de talent, Hmm. en fait, ce qu'il faudrait réussir, et moi je peux en parler, hein, parce que moi j'ai travaillé dans 5 pays européens. C'est quoi maintenant le résultat? Proche de la retraite, je vais avoir beaucoup moins de retraite que si j'avais travaillé uniquement en France ou uniquement en Allemagne. Donc, en fait, votre citoyenneté est coupée en deux parce que si vous raisonnez en succès économie dans votre vie, vous restez dans un pays. Ça va pas faire beaucoup de talent en Europe ou de brain. Voyez, le talent, ça doit aussi pouvoir voyager en Europe. C'est pour ça que je vous ai proposé cette carte sur les high-speed trains. Donc, si on veut, par exemple, résoudre le problème du chômage, la migration intra-européenne est très, très faible. Il y a 2% des citoyens européens, vous avez dit ça, hein, je pense que c'était Ramzi Zaba qui a dit ça, que aller pour étudier, mais revenir. C'est-à-dire que l'idée que vous étudiez en France, mais pour travailler en Suède, ou vous étudiez en Bulgarie pour travailler en Espagne, ça réduit aussi, justement, à contraire des États-Unis, comment dire, les chocs asymétriques de chômage. C'était ça le problème de la crise bancaire, hein? C'est-à-dire que les gens ne quittent, c'est-à-dire que parce que vous souffrez d'un système de chômage, European Unemployment Scheme, parce qu'il n'y a pas de European Unemployment Scheme, en fait, ça vous évite d'aller dans un autre pays, parce que si vous allez dans un autre pays, vous risquez d'avoir moins de retraite ou pas d'assurance chômage et tout. Donc, je vous signale, parce que peut-être vous êtes tout simplement trop jeune pour l'avoir suivi, mais European Unemployment Scheme, ça a été proposé en 2008. On a travaillé 6 ans dessus. C'était le commissaire hongrois László Andor qui l'a proposé en 2014 au Conseil européen. C'est les Allemands qui ont voté contre parce que les Allemands font toujours un baratin sur transfert union et tout. Donc, en fait, voilà, je m'excuse d'être allemand encore une fois. Les Allemands ont fait leur petite hégémonie pendant la crise bancaire et leur dominance dans les structures d'Eurogovernments. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs de mon gouvernement à l'époque au niveau européen, mais n'importe. Maintenant, je pense que si on raisonne en citoyenneté européenne, dans les mots de Rosan Vallon, lisez Rosan Vallon, le sacre du citoyen, 94 le bouquet. C'est-à-dire que si on veut devenir citoyens européens, en sens plein du mot, ça veut dire droits égaux pour tout citoyen, et droits égaux y compris les droits de vote et les droits sociaux. Et donc, c'est des talents européens. Et si vous voulez, Ramzi Zabo, healthcare et équité et tout ça, il faut travailler sur la citoyenneté. Et en passage, et uniquement en passage, si on arriverait, la jeune génération, de réactiver un discours sur la citoyenneté européenne qui collait aux talents, aux droits sociaux, égaux et tout cela, je pense d'ailleurs qu'on aura un réel bénéfice, disons, industriel et on pourrait capitaliser. Ce que je veux dire, si, par exemple, je sais parce que mes fils sont en Paris et je sais que la France a tout un réseau maintenant sur la France civique en Internet. Donc, votre retraite, votre truc de healthcare et tout, en tant que citoyen français, vous tapotez je ne sais pas quoi, France digitale, et vous avez tous vos trucs dans un système intranet. Voilà. Si on faisait ça au niveau européen, qu'est-ce que ça apportera? Il faudrait mettre le GAFA américain en Europe. Donc, les serveurs européens en Europe et pas aux États-Unis. Je pense qu'on aura un gain économique énorme parce qu'il faudrait passer à travers des bureaucraties européennes. Imaginez une seconde que vous auriez une app qui permettrait de déménager de, disons, Riga à Porto sans avoir un problème de bureaucratie parce que vous changez de pays ou vous changez quoi qu'il soit. Il faudrait plus changer de retraite, ni changer de unemployment scheme, tout cela, parce qu'on fera une bureaucratie européenne digitalisée. Je trouve que c'est là la plus-value, mais non seulement il y a la plus-value européenne, ce que Macron appelle d'ailleurs les GAFA européens, mais c'est pas uniquement la plus-value.
parce que c'est avoir ça en Europe nous coupera de la dominance américaine qui maintenant est exercée sur le continent européen, nota bene à travers du complexe GAFA, parce que c'est Google, Amazon et compagnie qui en fait rassemblent tous nos données, mais qui payent même pas d'impôts en Europe. Donc, si on veut capitaliser sur cela, je trouve qu'il faudrait commencer là. Sur les serveurs, il y a pas mal d'entreprises qui sont en train de se préparer. Enfin, dans l'industrie des paiements, les grosses boîtes américaines sont en train de se préparer à cette éventualité, en fait, à des migrations, non pas de host de data complètement en Europe, mais d'avoir un traitement de données qui pourrait être fait aux États-Unis, mais la data, le storage serait fait en Europe. Parce que c'est quelque chose qui est arrivé en Russie, qui est arrivé en Inde. En Inde, vous avez des très grosses compagnies qui ont eu des interdictions d'émettre et d'utiliser des systèmes de paiement parce que la data allait aux US. Et donc, il y a beaucoup de projets en ce moment au niveau des networks, donc Visa, Mastercard, Amex, pour justement hoster la data en Europe. Et donc, ça me paraîtrait assez logique que ce soit dans ce sens. Bien, alors, merci beaucoup. Alors, Ramzi va nous quitter et du coup, j'avais envie de savoir si tu voulais nous dire un petit mot avant de nous quitter et après, on passe la parole quand même à Pierre-François officiellement. Je l'ai eu pas mal, hein. J'ai eu pas mal, mais on va laisser. Voilà, Ramzi, tu veux nous dire un mot? Attends, t'as ton micro. Merci déjà pour cet échange. Moi, je pense que déjà, il y a plein de choses qui sont dites. Voilà, on a besoin d'une citoyenneté, on a besoin d'une union, justement, pour refonder l'Europe, si je permets de dire. We can't really, these benefits and these entitlements are good only for a period of time. And with war with Ukraine and with the war we have with Russia, it's definitely, going to endanger our possible future of having a career. So, I agree as well with Ulrike in her points of saying that, it's good to a certain extent, and we need to think otherwise and rethink, our strategy for the next coming decades. Otherwise, another crisis like COVID or something unforeseeable could definitely, stop this union and, fragilize Europe as well, I think. Thank you, Ramzi. So there's this say that Europe builds itself in crisis, but I think this is reaching a limit, don't you think, Ulrike? Exactly. I feel like, it's reaching the limits, but, there's opportunity, where there's risk, there's opportunity for growth. I'm an optimist, so I feel like there is still a chance to, have I would say a better way forward with this crisis. Of course, war doesn't resolve anything, but we can, find a way how to turn this around, in my opinion. Yeah, thank you very much. Thank you for being with us. It was a pleasure. Bonne soirée. Thank you very much. Have a good night. Okay. All right. So Pierre-François, moi je voulais continuer. Voilà. L'idée c'est de continuer la conversation. En fait, le sujet pour moi n'est pas de. J'étais plutôt sur la perspective des entreprises, donc j'ai commencé à en parler. J'en ai profité pour pas que ça fasse. On fait chacun notre truc. Je pense que c'était plus intéressant qu'on ait cette discussion finalement entre panélistes, parce que ça peut enrichir à la fois. Ça peut enrichir le débat, mais aussi faire en sorte que les personnes qui nous écoutent et qui nous voient se posent les bonnes questions. Parce que c'est pas, et là on profite du fait qu'on n'est pas dans devant un auditoire, une diffusion trop importante, donc on peut raconter des choses qui sont un peu quelquefois moins politiquement correctes ou des choses qui sont pas évidentes à se dire. Il y a un phénomène, c'est que l'Europe qui a tant de talents, qui a tant d'assets en fait, qui a tant d'atouts, quand on parle des talents au sens noble du terme, parce que talent, en anglais, souvent, talent, c'est HR. C'est en gros, c'est quelles personnes vont être performantes dans l'entreprise. Ça, les talents. Et il y a une différence entre le talent vu de manière économique et ce qu'a décrit Ulrike, mais qui au finish se répercute sur la performance aussi. À partir du moment où vous avez une région, vous avez des pays qui donnent un but, un sens, un purpose, qui rayonnent
dans la communauté internationale, c'est un cercle vertueux. Là, on a l'impression d'être un petit peu dans un cercle vicieux. Et comme on a tendance, alors moi, je m'excuse d'être français, Ulrike, on a tendance à râler. On est tout le temps à râler, à avoir le verre à moitié plein. Vide. Donc ça, c'est notre truc. Oui, le verre à moitié vide, pardon, évidemment. Et donc, on ne voit pas les atouts qu'on peut avoir. Et les atouts que nous donnent les entreprises elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, quand on regarde les entreprises, on parlait tout à l'heure de citoyenneté, d'harmonisation. Alors évidemment, les entreprises n'attendent pas que ce soit une harmonisation par le haut. C'est-à-dire, en gros, une harmonisation pour des systèmes qui sont extrêmement coûteux économiquement. Malgré tout, lorsqu'on a des systèmes qui, entre guillemets, sont peut-être plus coûteux, on a aussi des impacts positifs sur les rentabilités, sur les profitabilités. Par exemple, même avec, alors d'une compagnie américaine, hein, même avec les 35 heures en France, même avec des lois du travail qui sont assez compliquées, on a une productivité en France qui est reconnue en fait. De sociétés américaines. On a le côté des infrastructures qui est extrêmement reconnu par les entreprises. Et ça peut nous aider. On parlait de train, là, train grande vitesse, etc. Ça peut nous aider parce que maintenant, on est dans un monde où le new way of working, c'est un monde où on n'est plus nécessairement on est tous dans la même ville. Alors certes, les centres économiques n'ont pas bougé. Et ça, c'est quelque chose qui est encore pire en France avec Paris, mais même Paris-Lyon. Je crois que c'est Paris, la proportion, la densité sur Paris est monstrueuse comparée à Lyon. On a un équilibre beaucoup plus grand qui est historique en Allemagne, sur les différentes régions. Le fait d'avoir des infrastructures fortes, des infrastructures solides, de qualité, c'est quelque chose qui est très très reconnu par les entreprises multinationales qui cherchent à s'implanter et à se développer. Le fait aussi qu'on est en Europe, et si l'Europe travaille pour développer cette infrastructure, ce sera encore mieux pour toutes les régions qui peuvent attirer ces entreprises. C'est technologiquement des structures, des connectivités qui soient fortes. C'est quelque chose qui va évidemment aider. Moi, ce que je voulais juste dire, parce que je pense que je regarde un peu le temps et on a pas mal dérapé, on a tout ça, on a une école, qui est l'INSEC, et honnêtement, je pense que ce qui est tu l'as dit, donc je ne vais pas le répéter, Marie-Hélène, c'est le côté très international de l'INSEC. Moi, j'en suis ravi de découvrir parce que, en fait, je suis un débutant dans ce monde-là. Hein, on me dit directeur de pôle, donc c'est tout récent. Avant, j'étais dans une entreprise. C'est pour ça que j'ai choisi cet angle. Moi, la réflexion que ça m'inspire, et aussi ce qu'a dit Ulrike, c'est que finalement, le rôle, et là on s'adresse à des jeunes, aux étudiants, vous avez un rôle là-dedans. Parce que c'est pas nous qui allons, sauver ce qui peut être sauvé. C'est par exemple de comprendre qu'on est vraiment européen, qu'on est vraiment des citoyens européens. C'est pas gagné, mais ça commence par eux, ça commence par vous. Ça commence par vous qui nous regardez. C'est-à-dire qu'en gros, votre destin, votre futur, c'est vous qui l'avez en main. Ça veut dire que ne serait-ce que quand on va voter aux élections européennes, allez voter déjà. Intéressez-vous à ça. Alors, c'est aussi un message pour nos institutions vénérées au niveau européen, c'est qu'ils devraient s'occuper d'autre chose que de la dimension de certaines normes, mais s'occuper de choses un peu plus importantes, comme la citoyenneté. Je crois qu'il faut ouvrir le débat sur quelque chose qui n'est plus dit et plus posé. Je crois que nos aïeux, ceux qui ont fondé l'Europe, avaient plus d'ambition, avaient plus d'ambition pour nous. Je crois qu'il faut, les jeunes doivent de nouveau avoir de l'ambition pour l'Europe et pas laisser les grandes puissances économiques parler à notre place. Voilà, je pense que c'est le plus important. Donc le destin, c'est vous. Très bien, ça fait une belle conclusion. J'ai presque, voilà, on va pas s'arrêter là, mais on pourrait presque s'arrêter là. Pierre-François, merci beaucoup, effectivement, de cette Europe talentueuse. Oui, Ulrike, tu veux réagir? Je voudrais juste rajouter à Pierre-François, je trouve l'Europe de talent doit retrouver
les mots-clés pour organiser un bien public, donc la République. Pour moi, c'est essentiel. Je trouve qu'on est découplé de nos propres traditions de la pensée, de nos propres traditions de penser le politique. D'ailleurs, tout le raisonnement de Jean-François et beaucoup de raisonnements ce soir, je me permets de dire, étaient tous dans une logique capitaliste, hein, pour dire néolibéral capitaliste. Alors qu'en sciences sociales, on a un grand débat sur c'est quoi le bien commun, c'est quoi le Allmende global, vers où va le continent de la Terre, enfin, toutes ces questions qui sont avec le débat climatique et tout, qui sont grandes ouvertes. Quel modèle économique pour le continent, mais pour le monde? Est-ce qu'on peut continuer comme ça avec 6 milliards d'hommes, et tout ça? Donc, je pense si l'Europe veut contribuer à résoudre ces problèmes, pour moi, il est essentiel de retrouver les mots de dignité, de l'universalisme, de la République, res publica, d'une économie bien commun et du citoyen, et de ce que ça veut dire la citoyenneté. Il y a beaucoup d'espace pour penser là, et je trouve que vraiment l'Europe peut apporter un apport, enfin une contribution intellectuelle importante. Mais il faudrait on sort justement d'un vocabulaire qui a été le vocabulaire des dernières 40 années, qui sont tous talent, efficacité, fonctionnel, innovation, le BIP. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'on est en aberration de notre propre intellectualité par rapport à comment organiser un bien public. Et donc, voilà. Il y a une compatibilité entre ce discours-là et celui de l'entreprise, hein, qui était vraiment en train d'évoluer sur la logique d'acteur responsable. Hein. Parce qu'en effet, en fait, quand on regarde, c'est pas nécessairement dans des pays qui ont des systèmes de protection sociale élevés, que c'est l'enfer pour les entreprises, pas du tout. C'est pas nécessairement dans ce schéma-là. C'est super intéressant. Ce que je voulais dire en plus, c'est que il faudrait aussi que nos gouvernements décident aussi de favoriser l'Europe. On parle aux États-Unis, aller acheter européen, c'est quelquefois assez compliqué. Il faut aussi qu'on soit fier et qu'on ait une préférence européenne qu'on n'a pas. À partir du moment où vous avez des pays qui vont acheter américain en préférence par rapport à des... Alors, quelquefois, on est un peu arrogant et on est trop cher. Ce qu'on propose au niveau de l'Europe, dans les pays européens, est peut-être un peu cher, mais il faut, je pense, qu'on ait cette fierté et cette préférence européenne dans certains domaines. Je parle notamment de la défense. La défense, c'est affolant quand on voit ce qui se passe. Oui, bien sûr. Alors, juste, est-ce qu'on a, parce qu'il nous reste presque rien, Amine, est-ce qu'il y aurait une question, une remarque même d'un étudiant, d'étudiant, et puis on passera la parole à Claire aussi pour nous dire un dernier mot. Enfin, on fera un tout petit tour de table très rapide de tout le monde pour finir. Alors oui, on a des étudiants qui ont montré leur intérêt pour le débat et l'intervention d'Ulrike et qui remercient justement les participants et les intervenants pour cet intéressant échange. Merci encore à vous. D'accord. Très bien, ça fait plaisir, merci. Claire, veux-tu nous dire quelque chose? Oui, bah écoutez, je fais comme les étudiants qui écoutent. Merci beaucoup à tous les deux. En plus, vous avez une vision qui est quand même très complémentaire entre la politologue et le patron de boîte. Et en fait, c'est complémentaire et il y a des contradictions et des choses qui pourtant se rejoignent. C'est assez étonnant et je trouve ça formidable. Bravo Ulrike, parce que vous avez une ouverture d'esprit pour une politologue allemande que je trouve absolument géniale. D'abord, j'imagine que vous avez une compréhension en plus de la culture française et européenne qui est énorme et je trouve que ça nous apporte un éclairage qui est vraiment très intéressant et bravo, vraiment, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est bien de toucher du doigt l'Europe quand même hein, dans ces thérapies de l'avenir et grâce à Ulrike ou Adrian Taylor l'autre jour, qui est anglais mais qui vit en Allemagne.
On a quand même voilà, cette petite connotation européenne. Un dernier mot à Pierre-François, ensuite à Ulrico pour finir, et puis je dirais au revoir tout le monde. Pierre-François. J'ai énormément apprécié ce moment. J'ai complètement fait exploser ce que j'avais préparé. Juste le point que j'ai gardé, c'est le fait que la responsabilité des jeunes, c'est la vôtre, c'est vous maintenant. C'est à vous maintenant de travailler sur ce que sera l'Europe pour vous. Nous, on est vieux, même si on le fait pas, n'est-ce pas? Donc c'est vous qui allez vivre ce que vous allez construire. Donc allez-y, prenez votre destin en main, faites des choix, affirmez ce que vous voulez pour cette fameuse citoyenneté. Moi, j'adore je faisais partie des rares jeunes à l'époque, je me rappelle. Mon père était un très grand Européen, en fait. Et on parlait de l'Europe politique en famille. Et il savait qu'il le verrait pas. Moi, il me disait peut-être que toi tu le verras. Je sais que je le verrai pas. J'espère que vous le verrez, vous. Ouais. C'est vrai que ça a pris du retard quand même. Ulrike. Écoutez, si on pousse la réflexion sur, en théorie plus loin, une citoyenneté européenne, à la fin, voudrait dire un État européen, parce qu'il n'y a pas de citoyen sans État. Hein, voilà. Pour les jeunes, je vous signale que Jean-Marc Ferry a écrit un livre, philosophe français, a écrit un livre en l'an 2000, La question de l'État européen. Je vous signale de lire ce livre. Ce livre a 23 ans. Et c'était écrit 3 ans avant la tentative d'une constitution européenne 2003 qui a échoué, le nom français, blablabla. Bon. Je trouve que 20 ans après la constitution européenne, the failure, il faudrait trouver un nouvel élan. Et donc, si on raisonne vraiment à travers d'une citoyenneté européenne, comme j'ai essayé d'ouvrir la piste, la question de l'État européen est grande ouverte à nouveau, surtout en géostratégie actuelle. Et si on raisonne en État européen, je vous propose comment on l'appellera. On ne l'appellera pas Union européenne, on ne l'appellera pas Union européenne, on l'appellera République européenne. Parce que c'est ça qui unit les citoyens. C'est la notion même de la République française, Rechtspopolita, Bundesrepublik, République Österreich, Repubblica d'Italiana. À chaque moment de l'histoire où des citoyens veulent s'unir sur le même droit, normalement, ce produit, on appelle République. Et donc, je propose que vous pensez en théorie sur la notion même d'une République européenne. Je pense que ça changerait la donne parce que ça inclurait les citoyens et leur rapport au projet politique, alors que dans l'Union européenne, qui d'abord est un marché, les citoyens sont dehors. Et parce que les citoyens sont dehors, on a produit le populisme qui est aujourd'hui notre problème politique. Voilà. L'autre union qu'on a eue, c'était l'Union soviétique, d'ailleurs. Le mot union n'est pas forcément très... Voilà. Merci à tous. Alors, voilà, Saba et Amine ont mis leur caméra aussi. Merci à vous deux d'avoir suivi le chat. Hein. On n'a pas, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de questions que du coup, nous n'avons pas pu prendre en compte, mais je crois que l'échange valait la peine peut-être moins laisser. Mais voilà, le chat est là, on va le retenir. Il y aura peut-être des réponses à faire plus tard. En tout cas, merci à tous. Alors, il y a le QCM qui va apparaître bientôt sur Boostcamp. Hein, donc, pensez à y aller. Et puis, le mois prochain, le thème sera la consommation, donc l'avenir de la consommation, avec un intervenant français cette fois-ci, un sociologue de renom qui s'appelle Dominique Desjeux et que nous aurons le plaisir d'accueillir le mois prochain. Donc, voilà, suivez l'actu, la newsletter, etc. Et on se retrouve dans un mois. Merci à tous. Merci. Merci. À bientôt. Merci. Grand merci de m'avoir invité. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Ouais.